Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré que nous débutons par cette attaque du centre de café de Aziz Istanbul, un café de Ouagadougou qui a été le cible d'une attaque terroriste hier nuit. Pour l'instant, 18 morts ont été enregistrés, n'est-ce pas, Balima Brema? Et 7 blessés. C'est le triste bilan de l'attaque qui a visé le café Aziz Istanbul sur l'avenue UP Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Pour l'instant, 15 ont été identifiés. Il s'agit de 7 Burkinabés, 2 Coétiens, un Français, un Canadien, un Libanais, un Sénégalais, un Nigérien et un Turc. Selon plusieurs sources, l'attaque a été menée par 2 à 4 personnes armées au moment où des familles célébraient l'anniversaire d'un de leurs. Les assaillants seraient venus vers 21h30 heure locale à bord de motos. Il y a eu d'abord des prises d'otages et des échanges de tirs entre les assaillants et les éléments de force de défense et de sécurité. Quand on était assis seulement, on a entendu le coup de fusil, puisqu'ils étaient au dehors, ils ont commencé à tirer sur la terrasse. Nous aussi, quand on a entendu le coup de fusil seulement, on a essayé de fuir. Et puis on est monté, il y a des escaliers là-bas, on est monté sur l'étage là, jusqu'en haut. Donc quand on est arrivé là-bas maintenant, il y avait au moins 2 blessés. Il y avait une dame avec un jeune homme qui était blessé grave. Donc nous on a essayé maintenant de les faire monter en haut. Quand on est arrivé maintenant, on était couchés par terre. Même les assaillants sont venus là-bas, ils ont pointé l'arme sur nous, vous voyez que non, ils se disaient que c'était fini quoi. Donc en même temps, ils sont descendus. Ils étaient en train de parler, mais moi je ne comprends pas leur langue, c'est arabe, mais c'est quoi. Ce que j'ai senti seulement, ils étaient contents, ils étaient heureux de ce qu'ils étaient en train de faire. J'étais à la caisse en train de taper mes bons. Quand j'ai entendu les coups de fusil, je vois les gens qui courent partout. Donc moi aussi j'ai essayé de fuir. Et bon, les gens m'ont poussé, j'ai tombé. Les gens sont montés sur moi, j'ai eu l'entorse. Quand la soeur est sortie de sa cavité, il y avait beaucoup de clients. 18 victimes, 8 blessés que nous avons dénombrés, mais il faut vraiment travailler à ce que le nom des blessés soit plus connu. Et là-dessus, donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. En ce qui concerne les victimes, pour ce qui est là, c'est 18. Pour les blessés, il y a une évolution potentielle sur laquelle nous pouvons nous attendre. L'opération a pris fin. En tout cas, sur ce site-là, vous savez que dans ce genre d'opération, il y a tout un autre ensemble d'éléments qui sont faits, notamment le quadrillage de la zone dans laquelle nous étions, la vérification des maisons avoisinantes. Voilà, tout ce travail-là a été continu. Le dispositif il est fonctionnel. C'est l'hôpital El Gado qui est le premier point de chute. L'hôpital également de Tenganougou a été mis en état de recevoir au cas où il y aurait un surplus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les personnes qui ont été témoins ou victimes de cette situation-là. Des centres ont été ouverts pour l'accompagnement psychologique des blessés. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, le vaillant peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre patrie. À Niamey, après la dissolution du conseil municipal de Niamey, les débats tournent autour du cadre juridique de désignation des personnalités censées gérer donc les délégations spéciales qui seront installées. À cet effet, les articles 178 et 179 du Code général des collectivités territoriales déterminent le profil de nomination et les attributions des responsables selon le constitutionnaliste Amadou Boubacar, Abdelaziz Mahamadou et Mohamed Djouri pour le reportage. Décidé par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres ne concerne pas le conseil de ville de Niamey et de ses démembrements, à savoir les conseils d'arrondissement communaux Niamey 1, 2, 3, 4 et 5. Leurs missions seront désormais assurées par des délégations spéciales qui seront installées dans les jours à venir. Le cadre juridique qui encadre cette décision se retrouve dans le Code général des collectivités territoriales en son article. C'est ce que l'article 178 du Code général des collectivités territoriales a prévu. En cas de dissolution, on met en place une délégation spéciale pour les 6 mois à venir. Maintenant, en cas de spécificité, on peut renouveler la durée
de cette délégation spéciale pour 6 autres mois. Donc, c'est ce qui dit les dispositions donc, du Code général des collectivités territoriales. En son article général des collectivités territoriales prévoit également le profil des personnalités censées gérer ces délégations spéciales. Elles bénéficieront de la même autonomie de gestion selon le constitutionnaliste Amadou Boubacar. Donc le Code général des collectivités territoriales donc, a prévu déjà au niveau des dispositions des articles 178 et 179 les personnes qui doivent être nommées au niveau de cette délégation spéciale. Donc c'est généralement tel que le texte l'a dit, c'est le secrétaire général de préfecture qui est le président de la délégation spéciale et un certain nombre des responsables donc techniques qui officient donc dans la collectivité territoriale. Donc maintenant il y avait un décret, donc le décret de 2012 qui a été pris pour fixer les conditions de nomination des membres des délégations spéciales qui a été modifié donc récemment en juin 2017 pour dire que le nombre de délégations donc spéciales dépend de la taille donc de la population. Dans ce décret-là, la nomination des membres de délégations spéciales relève de la compétence du ministre de l'Intérieur qui va les nommer par arrêté. Et pour les attributions donc de ces délégations spéciales-là, ils vont exercer les mêmes attributions que les conseillers municipaux en dehors de quelques exceptions telles que l'aliénation donc de certains biens donc de la commune, la question donc du recrutement du personnel entre autres. Sinon, ils vont exercer pratiquement les mêmes attributions. Le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune ou de la région. La dissolution du conseil municipal de Niamey renvoie à un vide juridique si toutefois les délégations spéciales ne sont pas installées avant le 17 août prochain. Je pense qu'on ne va pas assister à un vide institutionnel. Je pense qu'avant le 16 août, donc, qui consacre la fin de la dernière prorogation, donc avant celle d'avant-hier, des membres des conseils locaux, sûrement que le gouvernement donc, va prendre des dispositions pour que le ministre de l'Intérieur puisse nommer justement les membres de cette délégation spéciale pour que déjà à partir du 17 août, justement, qu'ils prennent fonction comme les autres conseillers donc, municipaux et régionaux qui ont vu leur mandat prorogé donc, pour une période de 6 mois. La même décision qui dissout le conseil municipal de Niamey proroge de 6 mois le mandat des autres conseils municipaux et régionaux du pays à partir du 17 août prochain. La décision a été prise en application des dispositions de l'article 23 nouveau et 98 nouveau de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales modifié et complété notamment par la loi numéro 2010-31 du 8 octobre toujours de la même année. La cellule antidrogue a mis la main ce matin sur une bande de trafiquants de stupéfiants qui opèrent dans la ville de Niamey. Ces deux groupes constituent de Nigériens et de nationalités étrangères qui ont été d'ailleurs présentés ce matin à la presse. Boubacar Amadou et Omar Boukari pour les détails. Ils sont deux groupes de trafiquants de stupéfiants qui ont été détectés par la cellule antidrogue et présentés à la presse ce lundi 14 août 2017. Le premier groupe, composé de 3 personnes toutes de nationalité étrangère, importe de la cocaïne qu'il mélange avec d'autres produits avant sa vente à Niamey. Le second, d'un Nigérien qui lui est pris en possession de 12 000 comprimés de diazépam qu'il écoule dans les marchés des villages environnants de Niamey. Les 3 Nigériens sont spécialisés dans le trafic national et international de la cocaïne. Ils transportent pour acheminer à Niamey. Après l'avoir amené sur le territoire nigérien, donc ils procèdent à la fabrication de cette dernière avec d'autres produits pour donner ce qu'on appelle le crack. Donc ils font des petits cornets qu'ils vendent à
25 000 francs l'unité. Et vous avez là les cornets devant vous. Le petit cornet fait 25 000 francs CFA. Vendez. Et ils vendent ça aux jeunes filles et garçons qui sont dans la ville de Niamey. Et souvent les enfants en cours d'argent trouveront l'obligation de placer en gage des parcelles, des portables, des véhicules, des ordinateurs portables qu'ils arrivent souvent même à voler, rien que pour avoir ces petits cornets afin de subvenir à leurs besoins. Donc le quatrième, qui est de nationalité nigérienne, a été interpellé avec à sa possession pas moins de 120 000 comprimés du diazépam. Donc c'est aussi une drogue. Donc ils arrivent à écouler sa marchandise au niveau des villages environnants. Selon la police, la grande partie de cette drogue est consommée par la jeunesse de Niamey et à grands frais. Occasion saisie par la police d'en appeler à la vigilance et à la responsabilité des parents. Et nous profitons aussi de vos micros pour attirer l'attention des parents. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités afin de bien assurer l'éducation de leurs enfants. Car je pense bien qu'on ne peut pas mettre un enfant au monde et laisser dans la rue. Nous attirons aussi l'attention des enfants car la cocaïne est très mauvaise pour leur santé, pour leur éducation, mais aussi pour leur avenir. À la population, nous demandons encore beaucoup plus de collaboration pour que nous puissions mener à bien notre mission qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. La police en appelle aussi à la collaboration de la population pour bien mener sa mission qui consiste à sécuriser les personnes et leurs biens. De l'éducation dans cette édition, les résultats de l'évaluation des enseignants contractuels sont désormais connus depuis le vendredi dernier. Le ministère des enseignements primaires se félicite d'avoir tenu son pari, mais certains enseignants contractuels risquent de se mordre le doigt. En effet, donc, nombre d'enseignants contractuels seront exclus du système éducatif nigérien. Si le gouvernement entend ainsi atteindre la qualité, beaucoup de questions se posent sur la démarche qu'il a utilisée. D'autres précisions dans ce reportage de Sidoukou Harmon. Après un moment d'hésitation, les autorités en charge du ministère des enseignements primaires se sont finalement résolus à publier les résultats de la très controversée évaluation des enseignants contractuels créés en mai. L'initiative qui a été prise voilà plusieurs mois déjà est brandie dans les milieux de la Renaissance comme étant la solution miracle à la baisse de niveau et à la qualité de l'éducation qui a fait tant de faux au système éducatif nigérien. Dans le fond, l'initiative est salutaire. Elle aura permis à notre belle jeunesse de mieux s'armer pour affronter les défis à venir. En définitive, une jeunesse bien éduquée est gage d'un avenir promoteur, pourrait-on dire. Seulement voilà, la question est de savoir si les jalons de ces gigantesques chantiers futuristes sont encore posés. La réponse ne viendra certainement pas de cette évaluation tronquée qui, à terme, a plutôt eu le mérite de montrer toute la déliquescence de notre système éducatif à travers cette mauvaise performance des contractuels évalués. Une chose est sûre, même performants, les enseignants peuvent être contre-productifs. Il s'ensuit qu'il ne suffit pas seulement de les évaluer, mais de les mettre dans les conditions pour exercer convenablement. Ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Il faut voir simplement combien ils sont payés et comment et pour quel volume de travail. C'est un secret de polichinelle. Les contractuels sont le corps de travailleurs le plus mal payé du Niger, à peine un peu plus du SMIC. Souvent, s'ils n'ont pas d'arriéré, c'est en retard qu'ils perçoivent leur pécule. Quel rendement peut-on valablement attendre d'une telle situation de misère? Quelle qualité peut ressortir de cette situation de frustration et de démotivation généralisée? Dans un contexte d'instabilité, fait de grèves et de manifestations, et avec des années académiques qui ne dépassent guère les 6 mois, quel rendement peut-on attendre du système éducatif nigérien? Comme on le constate, au lieu de faire le procès à l'ensemble du système en tant que géniteur de la présente situation et lui trouver la médication appropriée,
le ministère se focalise sur la dite évaluation pour justifier la baisse des niveaux des élèves, ce qui est totalement illusoire étant entendu que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le système qui a formé les enseignants contractuels. C'est lui qui les a recrutés, c'est encore lui qui les a déployés sur le terrain. S'il n'y a pas de rendement au rendez-vous, qui faut-il indexer réellement? En réalité, les contractuels ne sont que les boucs émissaires tout désignés de cette situation économique chaotique dans laquelle la Renaissance a plongé le Niger. Faute de trouver les fonds pour pallier la crise économique qui étouffe le pays, quoi de plus normal pour les Renaissants de trouver l'artifice nécessaire pour faire de l'économie? L'on se rappelle, lors du vote de la loi des finances 2017, le gouvernement a ramené l'enveloppe annuelle des pécules des enseignants contractuels de 84 milliards à 42 milliards. En son temps, l'opposition qui a découvert le pot aux roses avait cherché en vain les explications par rapport à cet état de fait. C'est 7 milliards par mois, ce qui fait 84 milliards par an. Eux, ils ont donné 42 milliards. Ça veut dire qu'ils vont réduire de moitié les enseignants contractuels. Aujourd'hui, les masques ne sont-ils pas tombés? Il ne s'agit ni plus ni moins que de procéder à une purge dans les rangs de ce maillon faible que constituent les contractuels et ramener ainsi l'enveloppe annuelle de leur pécule dans des proportions supportables. Passer maître dans l'art de faire du dilatoire, la Renaissance se veut aussi et surtout le chantre de revirement spectaculaire et le tout dans un plan savamment orchestré pour divertir l'opinion. Rappelez-vous de ce qu'ont dit les responsables du ministère en charge des enseignements primaires à propos de cette même évaluation. Cette évaluation, elle est légale parce qu'elle a pour objectif de former et non de sanctionner. Par conséquent, nous ne sommes pas tenus d'aller dans le sens de l'évaluation prévue par les textes de la fonction publique qui, elle, parle d'évaluation-sanction. Cette évaluation, elle est faite pour les enseignants. Dans un premier temps, ils ont dit que ce n'est pas une évaluation-sanction, mais une évaluation pour former. Dans un second temps, ils ont promis de garder les résultats pour eux afin de décider de la marche à suivre. Aujourd'hui, non seulement ils ont publié les résultats, mais bien plus, ils ont écarté des milliers de contractuels du système. Selon des estimations non officielles, on pourrait s'attendre à plus de 10 000 contractuels mis à l'écart. Ce qui, vous en conviendrez, ramènerait davantage notre pays en arrière. En ce moment, on pourrait s'attendre à ce que le Niger ne soit pas simplement dernier de la planète, mais le dernier même de l'univers tout entier. Ce qui est vraiment dommage. Place à présent au public reportage de cette édition qui est consacrée donc au CSP donc Flo Germain, qui a été donc distingué parmi les meilleurs établissements de la capitale Niamey par le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique. Ce reportage retrace les résultats enregistrés par le CSP Flo Germain, mais également l'historique de cet établissement. C'est un reportage signé Ismaël Bagoudou. Classé parmi les meilleures écoles du Niger, le CSP Flo Germain s'est fait distinguer au cours des différents examens du fin d'année avec un taux de reçu très satisfaisant et encourageant. Le complexe scolaire Flo Germain a ouvert ses portes le 1er octobre 2003 suite à l'inspiration d'une femme qui a voulu apporter un plus au système éducatif nigérien. Chose faite, à travers les différentes prouesses enregistrées au cours de ces dernières années, le proviseur du complexe privé Flo Germain nous retrace l'historique du dit établissement ainsi que des différents résultats enregistrés. L'école Flo Germain a ouvert ses portes en 2003, le 1er octobre 2003. Le collège, lui, a commencé à fonctionner à partir de 2004. Alors, le lycée a vu le jour en 2013. Alors, ce qu'on peut dire ici concernant le secondaire, c'est que nous avons 19 classes, 5
7 classes pour le lycée et 12 classes pour le collège. En 2014-2015 au PPC, on a eu 98,30%, c'est-à-dire 118 élèves présentés, 116 admis. En 2015-2016, nous avons eu 91,52%, 118 candidats, 108 admis. Et enfin, cette année 2016-2017, nous avons eu 121 admis, soit un pourcentage de 94,53%, 128 candidats présentés, 121 sont admis. Voici en fait les résultats du BEPC. En ce qui concerne le bac, nous avons commencé à présenter des candidats depuis 2016. Le complexe scolaire Flo-Germain est doté d'une administration et d'un personnel d'encadrement expérimenté, soucieux de servir à l'école nigérienne, toujours à l'écoute des parents et des élèves. Flo-Germain entend apporter encore plus d'innovation de l'enseignement au Niger. La réaction des parents d'élèves, c'est à travers la réaction des parents d'élèves. Nous avons l'impression qu'ils sont satisfaits et nous-mêmes, ça nous donne plus de force, d'engouement, n'est-ce pas, d'énergie pour continuer. Nous avons une salle informatique qui est là, qui est fonctionnelle. On va chercher à l'équiper davantage pour que les élèves, n'est-ce pas, soient vraiment imprégnés de cet outil-là. Et en plus, nous allons faire beaucoup plus de suivi pour en fait maintenir l'école dans sa performance et satisfaire à travers cela, n'est-ce pas, les parents d'élèves et les élèves. Des efforts considérables qui ont d'ailleurs valu plusieurs distinctions des autorités et des structures œuvrant dans le domaine éducatif pour sa qualité dans l'enseignement au Niger. Le CSP Flo-Germain est situé au quartier Rekazement, non loin du marché Yantla. Inscrivez vos enfants au jardin d'enfants, primaire, collège et lycée. À Flo-Germain, nous mettons un cachet particulier à la rigueur de la discipline et le travail. À Flo-Germain, c'est l'épanouissement à travers l'école. Le deuxième vol du groupe d'agence Bonferré s'est déroulé dimanche soir. Le groupe d'agence a acheminé 59 pèlerins à bord du vol de la compagnie aérienne Max Air. 6 mois seulement après sa création, l'agence gagne déjà en confiance auprès des pèlerins à la grande satisfaction des responsables de l'agence. Soumana Karimoun et Ablazi Jibrila pour le compte rendu. Le processus d'acheminement des pèlerins de l'agence de voyage Bonferré se poursuit normalement après le premier vol effectué le 10 août dernier par vol charter. L'agence continue progressivement à accueillir et prendre en charge ces pèlerins avant leur convocation à l'aéroport. Nous avons fait beaucoup de techniques et j'ai porté tout ça, c'est Bonferré, c'est eux-mêmes que nous avons offert les sacs, les casquettes, les petits sacs, les tenues. Ceux qui nous ont offert ça gratuitement. Ce n'est pas tous les agents qui ont ça. Et les agents qui sont ici à Bonferré, et chaque moment, ils viennent vers nous pour demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Bon, vraiment, ça même, c'est déjà quelque chose. On est à l'aise, on a bien dormi, on n'a pas de soucis. Vraiment, on prie Dieu pour que ça n'a qu'à multiplier plus que ça. À l'aéroport de Niamey, les responsables de l'agence sont à pied d'œuvre pour que chaque pèlerin de Bonferré soit convenablement assisté jusqu'à l'embarquement. Durant le temps d'attente, la restauration est gratuitement offerte aux pèlerins de l'agence Bonferré. Oui, l'agence Bonferré a pris en charge la restauration des pèlerins pendant toute cette période d'attente de l'avion. Donc sur ce côté, alhamdoulilah, la restauration a été assurée par l'agence pour tous les pèlerins de Bonferré. Alhamdulillah, Bonferré. Alhamdulillah, il faut que les gens soient so on va rien donner ça, il faut que les gens
banana lemu ngwaro haurenia amende ay kusin kan ji ay kusin kan solani wallahi na wakale irhan so ngwaro dene se ay go jere bande. Je trouve que l'agence vraiment il est bien accueillant. En tout cas depuis on est là, bon, on nous envoie de manger, on nous accueille bien, il n'y a pas de problème, bon, vraiment on est bien à l'aise. Alhamdulillah, l'agence est vraiment parfaite parce que dès mon arrivée, j'ai trouvé des gens même que je connais qui ont des connaissances dans l'islam et qui sont à nos côtés pour nous suivre d'ici même jusqu'à la Mecque pour effectuer un Hajj Mamarour. À bord de ce 4e vol, 59 pèlerins de Bonferré ont pris siège pour la 2e vague de pèlerins de l'agence Bonferré. Ils sont déjà satisfaits de l'accueil et de l'attention dont ils ont fait l'objet. C'est déjà fini. Vraiment, on l'apprécie. C'est un bébé et qui est né et dans les mêmes jours, il est en train de marcher. Je crois que l'année prochaine, Bonferré va montrer qu'il est Bonferré, il va multiplier ce qu'il a. Inch'Allah, parce qu'il a déjà fait sa publicité. On est content, nous qui partons avec Bonferré, et c'est nous qui fera aussi, pour que l'année prochaine, ça soit multiplié, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai apprécié à Bonferré, il nous donne des informations. Voilà, les informations nous permettent à chaque moment, et ça c'est vraiment quelque chose qui a fait diminuer notre stress, quoi. Voilà, il vient à chaque moment, il nous explique, ne vous en faites pas, et puis ils se sont bien occupés de nous, quoi. Pendant tous ces jours-là, on a mangé vraiment, et même quand ils nous ont appelés à vers 1h, 2h du matin, on était dans leur agence, on a dormi dans des chambres climatisées. Sérieuse, moderne et dynamique, l'agence de voyage Bonferré révolutionne l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger. Ses premiers responsables se félicitent du travail qui est en train d'être abattu. Le premier vol, il a été organisé, Dieu merci, les pèlerins sont déjà en Terre Sainte. Cela fait 4 jours. Le 4e vol est en train de partir avec le 2e lot des pèlerins de Bonferré. Une agence vraiment jeune, à peine 1 an. Je profite pour remercier vraiment le haut-commissaire et les autorités qui se sont vraiment donné beaucoup de peine cette année pour que les vols, qu'ils ne puissent pas avoir vraiment d'interruption dans les vols. Ce qui est en train de vraiment se faire, on est en train tous de voir et on continue vraiment à le remercier. La première vague de pèlerins de Bonferré se trouve à Médine et effectue les ziyaras des différents lieux historiques de l'islam comme la mosquée de Kouba, la montagne de Uhud et exécute les prières quotidiennes dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. L'acheminement des pèlerins en Terre Sainte se déroule normalement depuis son commencement. Les pèlerins de l'agence Al-Manasik sont acheminés progressivement sur les lieux saints de l'islam. Retrouvons Soumana Karimoun et Ablaziz Jibrila pour les détails. Après son premier vol régulier effectué par Turkish Airlines vendredi dernier, le géant du Hajj enchaîne directement avec les vols charter samedi et dimanche. Après le vol d'hier de 294 passagers effectué par la compagnie aérienne Turkish Airlines. Jusque-là, tout se passe très bien et nous espérons que ça sera ainsi jusqu'à la fin du dernier pèlerin nigérien. Et actuellement, 294 passagers sont actuellement à Médine et nous leur souhaitons un Hajj Mabrour et nous souhaitons un bon voyage à tous les passagers nigériens. Peu avant le départ, nous avons approché quelques pèlerins d'Al-Manasik, lesquels se disent être fiers d'avoir choisi Al-Manasik. Pendant tout le temps qu'a duré l'attente, elle a toujours pensé à leur apporter à manger et à informer tout un chacun du prochain vol. Je m'en vais au pèlerinage pour la première fois avec Al-Manasik. Je trouve cette année très bien l'agence Al-Manasik parce que j'ai fait la formation et vraiment avec cette formation, je me suis libéré de beaucoup de choses et beaucoup d'autres comme moi ont appris aussi autant. Mais tout ce que je demande, que les Nigériens
c'est pas seulement aller suivre le cours, il faut apprendre le cours. Quand on apprend d'une manière, voilà, d'une manière péremptoire, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il faut, mais je suis satisfait. Je suis satisfait, même l'année prochaine, s'il faut que je retourne, je prendrai Almanasik. Parce que ceux qui nous forment prennent tout le temps et l'effort qu'il faut pour expliquer aux gens. Avec l'agence de voyage, le GIEN d'abord dans l'organisation de la Hajj et du Umrah Al-Manasik, il a joint l'acte à la parole en tenant sa promesse. Il nous a promis de nous embarquer aujourd'hui dans ce Boeing 747 de la compagnie Max Air, une compagnie nigérienne. Et l'heure qui nous a été indiquée a été respectée. Et nous sommes là, nous attendons d'un moment à l'autre le décollage de notre Boeing. Et Inch'Allah, nous allons prier pour le pays, pour la Oumma islamique, et en priant Dieu pour que la paix, la stabilité s'installe au Niger, en Afrique et dans le monde entier. Yadinga ko karantawo nan kul amrado gate iga irko ngware kan su borfo ngware malikil maliki kam ci bonko de bonko asizeni isaka ka borfo dan su vote kadan irko amakon diri bani ilmu ka bani. Les deux vols réguliers restants interviendront les 23 et 25 août prochains. Du sport dans cette édition avec le football avant de refermer ce journal dans le cadre des éliminatoires CHAN 2018 au Kenya en marge donc des matchs allés. Le MENA CHAN recevait hier après-midi au stade général Seyni Kounché de Niamey les éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en version CHAN se sont inclinés 2-1. La manche retour est prévue donc dans une semaine en terre ivoirienne. Résumé de cette rencontre avec Mohamed Alpha. Dès le coup d'envoi de cette manche allée des éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya, le MENA version CHAN a timidement entamé la rencontre devant les éléphants locaux qui se sont montrés plus agressifs avec une bonne circulation de balles et de belles occasions mal négocier. Les Nigériens tentent de se réveiller devant un public venu nombreux. C'est à la 44e minute de jeu de la première période que l'inévitable Imran fait trembler les filets ivoiriens sur un bon mouvement de magie qui met toute la défense des éléphants en désordre. Et au finish, il constate le dégât 1-0. 2 minutes plus tard, avant la pause, Dosso Fabrice répond à l'ouverture du score adverse. C'est vrai, on a marqué 2. Et nous avons encaissé 1. Et maintenant, si vous avez vu la deuxième partie, on a été vraiment mentalement fort. Et jusqu'à ce qu'on est revenu à scorer le deuxième but. C'est pour dire que si on a cet esprit du départ et au match retour jusqu'à la fin, je pense qu'on ne serait pas ridicule à Abidjan. Mais vous savez, nos jeunes, ils ont des difficultés pour gérer un score. Vous voyez, aussitôt on marque et aussitôt on égalise. Et ils égalisent plutôt. C'est pour dire que ce mental-là, il faut que nous le cultivons au sein du groupe. Au retour des vestiaires, les deux formations locales appuient sur l'accélérateur sans inquiéter. Mais les visiteurs étaient plus offensifs dans le cas nigérien. Il a fallu à la 85e minute de jeu un percé de l'homme du match, en l'occurrence Magir, qui pousse le portier ivoirien à commettre le penalty que l'arbitre n'hésite pas à siffler. Un penalty transformé par Halidou Garba dit Michelin, 2-1. Si aujourd'hui nous avons pu contenir cette équipe ivoirienne, c'est parce que physiquement on était prêt. Donc moi je pense que si le travail physique est déjà fait et que vraiment on a su accumuler assez d'énergie et techniquement on peut répondre. Bon, c'est vrai, c'est une équipe qui est trop technique aussi. Il faut le dire, bon, heureusement pour nous, comme je l'ai dit, notre physique peut-être nous a permis d'arriver, comment on appelle ça, à faire ce résultat. Beaucoup de lacunes ont été observées par le staff technique qui promettent de corriger avant la manche retour en terre ivoirienne dans une semaine. Cette victoire met en doute les éléphants locaux et du coup le sélectionneur adjoint Kolo Touré enregistre une défaite après avoir tout récemment choisi comme sélectionneur adjoint. Il a été chaleureusement applaudi par le public nigérien.
toutes les possibilités sont réunies pour que le MENA version Chan décroche une victoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain à 12h30, Inch'Allah. Très bonne réception. Au revoir.